Ok, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Simon Lancelevé et je vais essayer de retracer avec vous l'histoire du développement du trail. À ce propos, je me sens obligé de vous confier une petite anecdote. C'est que lorsque les organisateurs m'ont contacté il y a quelques semaines pour me proposer d'intervenir autour de ce thème, à savoir des origines du trail à sa démocratisation, j'étais pas forcément certain d'être la meilleure personne à contacter. En le disant d'ailleurs, en parlant de démocratisation, je suis pas forcément certain non plus du terme. Moi, je parlerais plutôt de massification et j'y reviendrai. Mais pour autant, j'ai été amené à, même si j'étais surpris, j'ai été amené à réfléchir. Et en tant que chercheur, moi, je me suis intéressé à une course qui s'appelle la Chartreuse Terminorum, dont vous avez ici une image qui apparaît, et qui est un ultra trail qui a été créé en 2017 dans le massif de la Chartreuse et qui est connu comme étant l'adaptation, on va dire, de la Barclay Marathon, ce qui est sûrement plus médiatique et connu, je pense, des uns et des autres. Pour faire simple, quand même, cette terre-norme, je vais vous la présenter. Elle propose à 40 athlètes de vivre chaque année un défi de 300 km pour 25 000 mètres de dénivelé, en autonomie sans balisage, divisé en 5 tours, à courir en moins de 16 heures par tour, sous peine d'élimination. À cela s'ajoute une série de règles un petit peu étranges, on dirait, pour pimenter l'effort et sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. Mais bref, sans entrer justement dans ce détail, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste de l'ultrafond et de l'endurance pour comprendre que cette Terminorum, elle se distingue de la plupart des événements de trail, au moins en termes de valeur. Et pour cette raison, une partie de mon travail finalement initial a été de chercher quel était le positionnement de cette Terminorum dans l'espace social, je dirais, du trail. C'est donc pour cette raison que j'ai accepté de communiquer. C'est donc aussi la partie de cette réflexion et de cette recherche que je vais essayer de vous présenter ici. Pour ça, je vais tenter de répondre à des questions qui, de prime abord, semblent assez simples, à savoir qu'est-ce que le trail peut-être, comment est né le trail et comment la discipline finalement a aussi évolué. Pour ça, je vous propose tout d'abord un premier petit détour, on va dire étymologique pour commencer. Tout d'abord, de quoi le trail, on va dire, est-il le nom? Selon des racines un peu indo-européennes anciennes, le mot trail vient du radical traig, qui signifie l'allongement du pas, ce qui donnera plus tard le terme en anglais thrall, l'esclave, le coursier. En anglais, toujours, le trail, si on réfléchit bien, ça désigne un sentier par opposition à la route carrossable. Et donc, par métonymie, on va dire que le trail, généralement, renvoie à la qualité d'un sentier et aussi à la manière de le parcourir, finalement. Pour cet exposé, je vais essayer de prendre comme définition du trail running une activité, on va dire, ludo-sportive, auto-organisée, en terrain naturel, plutôt technique, dont la durée varie d'une heure à plusieurs jours. Selon une brève recherche que j'ai menée à partir de Google, on peut se rendre compte que le terme de trail a connu une nette croissance dans son utilisation à partir des années 2000, aussi bien en anglais ou comme en français. Ici, vous avez la courbe pour les données en français. Ici, pour la courbe plutôt pour les données en anglais. Au-delà des chiffres, je ne vous demande pas forcément je vous demande surtout de prêter attention, je dirais, à la dynamique de cette croissance et de cette accélération, pour reprendre un peu le terme aussi de Mathilde, à partir des années 2000. Cet essor, donc dans les années 2000, il va correspondre finalement à la période de développement des compétitions, comme l'a montré une étude de Glenn Buron et d'Olivier Bessier en 2020, qui a été consacrée à l'augmentation du nombre d'événements. Donc en 95, sur le graphique que vous avez ici, le schéma que vous avez ici, il n'y avait que 5 événements. Et en 2016, il y en avait plus de 2240. On a vu donc ici une racine, une première définition. Je vous propose maintenant de réfléchir un peu à la représentation de ce trail. Dans l'imaginaire, le trail, globalement, c'est une activité de montagne. Sur 400 personnes que j'avais interrogées au cours de ma pré-enquête lors de la Terminorum en 2019, 94% d'entre elles affirmaient que le trail impliquait nécessairement du dénivelé sans forcément dire combien. Dans la pratique, l'activité elle se développe pourtant partout. Il y a des stations de trail dont on vous parlera un peu plus tard. De mémoire, il y en a à Limbre dans le Pas-de-Calais, à l'Île-Dieu, à Saumur, à Vannes. Il y a même un colloque sur le trail à Angers. Donc on voit vraiment que ça touche tout le territoire. Donc pas que montagnard. Dans l'imaginaire encore, le trail est souvent assimilé
à une course de très longue distance à cause d'une surmédiatisation, je dirais, de ce type d'événement. Pourtant, si on regarde un peu les anciens chiffres de l'ITRA, il n'y a que 12% du peloton qui pratique vraiment l'ultra trail. Et si on regarde un peu plus en détail ces chiffres, il y a donc une multitude aussi de formats qui existent, qui vont du kilomètre vertical justement à cet ultra trail. Et donc ici, je vous ai mis un témoignage d'Olivier, l'entraîneur fédéral que j'avais interrogé en 2019, qui reprend un petit peu justement ce découpage du trail en fonction de tous les formats présents. De la même manière, dans l'imaginaire, le trail, c'est avant tout des événements. On l'a vu avec Mathilde aussi tout à l'heure, mais pour autant, le trail, on ne peut pas le réduire à un seul aspect compétitif, comme le définissent certains acteurs ou organisateurs ou même des fédérations. Donc à travers juste ce bref détour, je dirais, linguistique, et par l'évocation du terme, on voit bien que le trail il va se dévoiler comme une activité finalement multifacette. Et donc si l'essor du trail en tant que mot et discipline va apparaître au milieu des années 2000, la simplicité du concept qui est juste de courir en nature, ça nous oblige finalement à regarder peut-être un peu au-delà de bien avant ces années 2000, lorsque la course en sentier ne disait pas vraiment son nom, je dirais, lorsque on parlait d'autre chose que le trail. Donc je vous propose maintenant de faire un petit crochet plutôt, je dirais, anthropologique et historique pour revenir au geste même de la course à pied avant l'apparition du terme de trail dans les années 2000. Comme l'écrivait Ségalen, qui a travaillé donc sur la course à pied, je vais reprendre ces mots, elle qualifie la course à pied d'activité anthropologique la plus ancienne. Les recherches de Bramble et Lieberman en 2004 ont montré que les facultés liées à l'endurance humaine ont conditionné une partie de notre évolution et ça a été largement popularisé et développé dans l'ouvrage notamment Born to Run, dont je vous ai mis ici la couverture. La piste d'athlétisme elle a été inventée uniquement sous la Grèce antique et le macadam, si on regarde bien, pas avant le 19e siècle. Donc il y a forcément en toute logique une époque, une période assez longue où toute modalité de course à pied, de pratique pédestre, finalement s'apparentait à du trail. Mais est-ce que c'était du trail pour autant? Pour répondre, je vous propose de nous arrêter ici un petit peu sur les différentes fonctions un peu rituelles de la course à pied à travers les âges. Le premier rituel, je dirais que c'est une fonction qui était plutôt politique et de représentation. Dans un ouvrage de Turco, dont la couverture est aussi affichée ici, on se rend compte que la course à pied, elle a surtout concerné les hommes, mais aussi les dirigeants. Elle était reliée à l'armée directement. Concrètement, Turco a noté que la course à pied, de la même façon que la lutte, s'inscrivait dans un cadre qui montrait le corps comme un instrument largement utilisé pour le pouvoir et par le pouvoir. Donc lui, il parle de la Mésopotamie, 2000 ans avant Jésus-Christ, il parle aussi des Égyptiens. Et donc les Égyptiens qui déjà faisaient des courses de plus de 100 km à l'époque des pharaons. Donc on voit qu'il y avait déjà une fonction de représentation dès cette époque-là et vraiment qui était liée au pouvoir politique. Une autre fonction, c'était une fonction plutôt utilitaire pour gagner sa vie. En ça, courir, ça a longtemps été un mode de déplacement, un mode de transport. Et si on regarde bien un petit peu au XIe siècle, en Écosse, on retrouvait notamment dans les sélections des messagers du roi des épreuves où les individus qui souhaitaient devenir messagers devaient monter le plus vite possible une colline, une montagne et redescendre. Donc ce qui pourrait ressembler presque aujourd'hui à un petit skyrunning. Et si on regarde un peu plus loin, donc ça c'était plutôt dans la folle histoire du trail, dont j'ai mis là aussi encore la couverture. Si on regarde un petit peu plus loin, le trot indien qu'on appelle le jog, c'était aussi celui des messagers. Donc il permettait là encore de courir de grandes distances plus rapidement qu'un marcheur et avec plus d'endurance qu'un cheval. Une autre fonction de la course à pied, si on s'attarde un petit peu, c'est une fonction qui est religieuse. L'effort pédestre, plus que les autres fonctions en Corse, était dans ce cas religieux un rituel vraiment de passage. Et donc un des exemples que je vous ai noté ici, c'est celui du Kyojo qui a été organisé par une secte religieuse au Japon, près de la région de Kyoto, qui consistait en fait à se purifier par un rituel pédestre. Donc les moines qui étaient sélectionnés pour participer à ce Kyojo devaient courir environ 1000 marathons, soit l'équivalent symbolique de la circonférence de la Terre en 7 ans. Et s'ils échouaient, ils devaient se faire harakiri. Donc là, vous avez aussi une étude qui avait été réalisée par Stevens en 2013 qui reprenait ce rite du Kyojo.
et rite qui n'est pas tombé en désuétude, c'est juste qu'il n'y a plus aujourd'hui de participants. On retrouve donc aussi cette symbolique, encore la circonférence de la Terre, liée aux religieux dans de nombreuses cérémonies, aussi funéraires. Par exemple, chez les Iroquois, c'était de coutume, mais il y avait également cette cérémonie chez les Afikpo du Nigeria, par exemple. Enfin, la dernière fonction, je dirais que c'est une fonction ludique, une fonction de fête. Par le rassemblement, comme l'a dit Mathilde tout à l'heure, la course, elle a souvent revêtu un caractère festif et ludique qui a été propice finalement à l'instauration ou à la fondation de communautés. Au Moyen-Âge notamment, comme l'ont montré des études, je pense notamment à celle de Vigarello par exemple. Mais est-ce que c'était du trail pour autant ? Un trailer, quand on l'interroge, il ne va pas parler de transport ni de déplacement, il va parler plutôt de voyage. Est-ce qu'il y avait des plaisirs finalement derrière des pratiques qui étaient parfois contraintes et codifiées ? Là, encore une fois, je vous propose de faire un petit saut pour arriver au 19e siècle plutôt. Et ce 19e siècle, pourquoi il était intéressant ? C'est que si on regarde bien, c'est vraiment l'essor de l'endurance en tant que pratique et spectacle. Dans la région de Lake District, par exemple, il y a eu à cette époque des premiers jeux qui mêlaient les pratiques de fell running, qui étaient des courses de côte, de lutte et aussi de chasse équestre qui ont été organisées. On voit aussi qu'à la frontière espagnole, les messagers basques, qu'on appelait les coricalaris, qui ont été étudiés par Milroy, ont en partie aussi œuvré et ont multiplié les duels en montagne, non loin de l'actuel parcours de ce qu'on connaît aujourd'hui comme le trail de Zegama. Donc là, vous avez aussi une représentation de ces messagers qui sont en train de concourir dans cette montagne. Et donc cette histoire, elle a finalement perduré au moins jusqu'à l'invention de la photographie, donc puisqu'on a ici ce témoignage. Et on voit qu'en finalement, dans différents endroits du monde, même aux États-Unis, puisqu'il y a une étude qui montrait, notamment une étude de Cooper outre-Atlantique, qui a montré que des courses se sont développées aussi en montagne à cette période, on voit que finalement c'est un phénomène qui était assez global. Si les événements ils ont surtout lieu à cette époque en milieu, je dirais, naturel et montagnard, le 19e siècle, ça a surtout été l'apparition des pedestrians, qui étaient finalement des gentlemen qui se lançaient dans des défis où le but était de tester ses limites. À travers ces pédestriens, il y avait aussi beaucoup de notions de pari et de records, et certains ont fait des distances dépassant largement les distances qu'on connaît aujourd'hui en ultra-trail. Donc l'idée qu'on fasse de la longue distance et qu'il y ait une course toujours plus, elle est historiquement assez fausse. Dans le même temps, dans le 19e siècle, on a aussi l'avènement que vous connaissez, je pense, beaucoup mieux, même peut-être mieux que moi, avec Thomas Arnold de l'école de rugby, l'avènement aussi du sport comme on le connaît aujourd'hui, sport moderne. Et l'endurance, à ce moment-là, même si elle a été assez délaissée au début, progressivement, elle a réussi à prendre sa place dans le monde de l'athlétisme, qui l'a codifiée. Et elle a renvoyé à des valeurs, notamment aristocratiques, des valeurs de noblesse, qui étaient les qualités d'abnégation et de résistance notamment. Donc dès lors, la pratique de la course à pied, elle a suivi la marche justement de ces sports modernes jusqu'à l'avènement des Jeux Olympiques pour point d'orgue, mais ça n'a pas empêché, encore une fois, qu'il y ait des formes de cohabitation avec des épreuves qui sont nées à cette époque, qui étaient plutôt encore des courses de montagne. Et là, par exemple, il y avait le trophée Vignemal qui a été créé en 1904, et donc c'est assez concomitant avec cette période. La Première Guerre mondiale, la fin des années de 1920 et la succession des grands cracks, du krach financier notamment et des crises à répétition, elles ont eu pour effet de changer un petit peu ce dogme de l'amateurisme, on va dire, qui avait été érigé notamment avec Thomas Arnold, etc. Et donc avec la fin de ce dogme, on a eu l'apparition et la création de courses à primes, dont la plus célèbre est sans doute ici la Bunyan Derby, qui a été créée en 1928, donc en pleine crise financière aux États-Unis, et qui inspirera la grande course de Flanagan. L'idée, c'était de traverser l'Amérique en courant et avec vraiment des sponsors et des primes qui tombaient pour les vainqueurs à chaque fois. Donc c'était, si vous n'avez pas lu le roman, il est assez intéressant à voir. Et donc ici, je vous ai mis des coupures de presse pour que vous voyez un petit peu l'environnement de cette épreuve. Donc à travers ici cette partie dont le propos est loin d'être exhaustif, moi je ne suis pas du tout historien, j'espère que ça donnera envie à certains de compléter un petit peu ce panorama. Je pense que vous aurez quand même compris que les gestes, les techniques, voire les formats de course sur sentier n'ont pas attendu l'apparition du trail pour exister. Et en ça, la discipline, telle que nous la connaissons, elle est reliée forcément à une histoire
humaine et à un processus d'évolution qui me semble être beaucoup plus large que juste des années 2000 à aujourd'hui. Et donc à travers cette partie, je voulais aussi qu'on ait donc une succession d'images, comme vous avez pu le voir, pour présenter des faits historiques. Mon but, c'était aussi de vous aider à comprendre, je dirais, un certain imaginaire qui est lié à l'évolution elle-même de la discipline. Passer un peu cette interlude, je dirais, je vais tenter de présenter des situations pour lesquelles courir relève ici d'un engagement volontaire. Jusqu'avant, on a vu que ça ne l'était pas forcément. Et donc décortiquer avec vous le développement de la pratique et son lien avec l'endurance. Donc je vous propose encore un saut dans le temps, on va dire, pour arriver dans les années 60, au début des années 70, et à la naissance des courses hors stade. Donc là, vous avez un panneau d'une célèbre course qui est née dans cette période-là, dont je vais revenir après. Les courses hors stade, dites les courses libres, puisqu'elles se sont développées hors du carcan fédéral. Et donc il s'agit à la base principalement de courses sur route, mais également de courses en nature et de courses en montagne. Donc la naissance de ces courses hors stade, elle va créer une forme de grand schisme, comme l'aura dit de France, c'est-à-dire qu'elle va séparer des coureurs avides de performance, des coureurs plutôt du milieu de la piste, et des coureurs qui vont avant tout rechercher un plaisir, comme vous pouvez le voir aussi à travers ces images, le partage et le côté festif dans l'effort. D'après ces images, donc, qui sont issues de la bande-annonce du film de Pierre Morat, on voit aussi que le mouvement des courses hors stade, il est à analyser sous l'angle de la contestation, puisqu'il va revendiquer une meilleure prise en considération de ses pratiquants. Aussi parce qu'il va recouper un certain nombre d'aspirations politiques, globalement issues d'un contre-modèle américain, comme l'ont montré les études notamment de Wabian. En ce sens, il va se rapprocher d'un mouvement, on va dire, d'autres pratiques institutionnelles, d'inspiration alternative, largement étudiées à travers les sports de glisse. Donc l'apparition des courses libres doit être donc vue ici en corrélation vraiment avec l'évolution des modes de vie. Et la course à pied, à partir de là, elle apparaît comme une épreuve, plutôt une épreuve défi, je dirais, à l'opposé d'une épreuve sanction que serait la piste. Et elle serait prompte, cette course à pied, à la transformation de soi, selon, on va dire, selon une tradition plutôt humaniste et existentielle. Pour les coureurs, ces revendications, elles sont incarnées par le magazine suisse qui s'appelle Spiridon, dont le premier éditorial en février 1972 souligne l'attachement à la nature, à la santé et à la simplicité de la pratique. Il s'agit vraiment pour ces coureurs, à la base, dans le Spiridon, de retourner vraiment aux sources, aux origines, à l'authentique aussi, à travers une pratique qui va être décrite comme conviviale, non agressive, en opposition un petit peu aux valeurs érigées jusqu'à présent par le sport athlétique classique. Et c'est des valeurs qu'on retrouvera plus tard aussi à travers le trail, comme on le verra ensuite. Donc de nouveaux éléments voient alors le jour, de nouveaux événements vont voir le jour à ce moment-là. Il y a par exemple la course Marvejols-Mende ou Spa-Holm. Et au sein de ce mouvement, le côté compétitif, il va parfois être tourné en ridicule. La conscience du groupe va aussi être d'une communauté va aussi être très très présente. Finalement, dans ce mouvement Spiridon, on va retrouver peut-être une certaine forme de romantisme, à comprendre ici comme une volonté, je dirais, de renouveau, qui va s'opposer à un certain nombre de règles et qui s'incarne dans une capacité à dire non. Donc ici, je vous ai mis une brève frise avec Sierzenal, notamment, dont on avait le panneau au tout début avec un S et pas deux Z, où on voit vraiment que c'est à cette période que le premier trail, tel qu'on les connaît, finalement, vont commencer à apparaître. On voit finalement aussi qu'à cette période, on va avoir l'apparition d'un esprit, de valeurs et d'événements qui aujourd'hui sont affiliés pleinement au trail. Donc. Ce qu'on peut dire, c'est que les courses libres et le hors-stade ont connu vraiment un net succès. Et certains parleront même d'un running boom parfois. Et cette course libre, elle s'est en effet massifiée, structurée, sous l'égide d'organisateurs, de fédérations, qui l'ont progressivement reprise en main, alors qu'au début, c'était plutôt né en opposition, comme vous l'aurez compris. Depuis les années 80, la plupart des grandes métropoles, dans le même temps, ont développé leurs propres événements, compris dans des stratégies souvent de communication, de marketing territorial,
Et ces événements vont rencontrer un petit peu l'aspiration de personnes qui vont être désireuses de vivre des expériences individuelles, on va dire, un peu extraordinaires. Conséquence, on va dire, de cet essor, c'est que l'augmentation du nombre de coureurs va induire une certaine banalisation des efforts précédents, ce qui est assez logique. Et conséquence également, il va s'opérer une segmentation avec des nouvelles modalités de pratique qui vont émerger dans le prolongement des pratiques précédentes. On va parler presque d'un cycle un peu perpétuel, parmi lesquels je pense ici au mud race, au color race et surtout donc au trail. À la fin des années 90, Odile Baudrier et Gilles Bertrand, qui sont créateurs de magazines de presse spécialisés, connus aujourd'hui comme étant les organisateurs du Trail des Templiers, du Festival des Templiers, ont l'idée de faire émerger, face à cette saturation un petit peu, cette évolution de la course hors stade, un nouveau concept, car justement ils ont l'impression aussi que ce hors stade a tendance un peu à s'aseptiser. Et ce constat, il est assez similaire finalement à celui des initiateurs de courses libres qui justement rejetaient la piste au départ. Donc afin d'entériner un peu cette rupture et se démarquer du running classique, il faut forcément un nouveau nom, ça paraît même à ce niveau-là primordial. Donc vous avez ici une citation qui explique un petit peu qu'au départ c'était le mot endurance qui avait la cote, et qu'en faisant un peu un brainstorming entre Odile Baudrier, Gilles Bertrand et un partenaire qui était Adidas, le mot trail a finalement émergé, et que ce mot trail, il n'était pas forcément utilisé jusqu'à présent, c'était plutôt, comme encore une fois, le mot endurance. Donc de la même manière que les courses, on va dire, libres et hors stade avaient recouvert un esprit contestataire, hors du cadre, le mot trail, par son exotisme un petit peu, il va renvoyer tout droit à une notion d'aventure hors du modèle traditionnel du running sur route, en se focalisant ici sur la nature du terrain, comme on l'a vu à travers l'étymologie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette rencontre a lieu, le premier Trail des Templiers Festival a lieu en 1995, et qu'en 1996, aux États-Unis, dans le Colorado, on a aussi l'American Trail Running Association qui voit le jour. Donc on voit aussi qu'il y avait cette volonté, elle était partagée finalement des deux côtés de l'océan. Donc dès lors, on va assister à une nouvelle étape, un nouveau coup d'accélérateur aussi, qui va être donné à partir de 2003 avec la création et la naissance de l'UTMB. On va avoir des courses qui existaient précédemment, qui ont progressivement prendre le mot trail comme référence. Et donc dans ce sillage vont apparaître de nouvelles courses, de nouveaux championnats et des circuits multiples. Certaines vont devenir des marques, certaines vont se labelliser, à l'instar aussi de ce qu'on peut voir dans d'autres disciplines. Je pense à l'Ironman, je pense aussi aux courses Race Across aux États-Unis de l'ultra-endurance de vélo. Et donc, en parallèle, on va voir émerger de nouveaux acteurs, des équipementiers, des créateurs de produits, des développeurs d'applications, des médias, des écoles de trail, des agences de stage aussi, jusqu'à des spectacles humoristiques qui vont être dédiés spécialement au trail. Donc globalement, le trail, on voit que ça va devenir un produit assez global, culturel, qui va avoir tendance aussi à se standardiser à son tour avec des grands codes, comme ici l'arche d'arrivée ou le statut, ne serait-ce que le statut de finisher. Pour cette raison, certains auteurs, par exemple McEvans, n'hésitent pas à parler d'une certaine industrialisation de la pratique, d'une industrie, comme le trail étant une industrie pour lui, ce qui va poser des questions notamment en termes d'impact sur l'environnement, sur lequel on reviendra peut-être un peu plus tard. Donc, si on a noté qu'il y a eu vraiment l'apparition et l'essor d'un nouveau modèle dans la dernière partie, je vous propose pour finir de nous poser la question: quelles conséquences finalement pour le mot trail, qui est un peu notre fil rouge ici, comme vous l'aurez compris. Que mettons maintenant derrière le mot trail, au-delà de l'image, d'un geste et d'une organisation? Comment ce mot trail est aujourd'hui l'objet, je dirais, de certaines négociations? Donc ça nous amène à nous poser un petit peu la question de la rationalisation et de l'institutionnalisation. Comme le hors-stade avait été rattrapé aussi par des fédérations qui s'en étaient détournées dans un premier temps, le mouvement fédéral par rapport au trail, il va apparaître
on va dire, à contre-temps. En France, donc j'ai dit que les premiers trails, fin des années 90, de l'UTMB 2003, en France, le trail a été intégré à la Fédération nationale d'athlétisme qu'en 2008, avec la création du TTN, donc le Trail Tour national. Et donc, on voit que c'est un contretemps, mais de manière internationale aussi, le trail n'a été reconnu par World Athletics qu'en 2015, donc près de 12 ans plus tard. Ce rapprochement, il a donné lieu à un travail de définition au sein des organismes et aussi à un travail de distinction du trail par rapport aux autres épreuves et aux autres types de courses. Donc ces éléments ont avant tout présenté un aspect technique sur la pratique, mais ils ont aussi eu tendance à mettre en valeur la notion d'autonomie. Pour autant, d'après une de mes premières études que j'avais fait en 2017, seul 1% des pratiquants de trail que j'avais interrogés, j'en avais interrogé plus de 600, déclaraient se reconnaître dans la fédération d'athlétisme et seulement 16% dans un club. Donc la fédération aujourd'hui a finalement peu de légitimité par rapport à d'autres acteurs. Face à l'évolution rapide de la discipline, à ce problème de monopole, de faible légitimité, en 2012, on a une centaine d'acteurs qui se sont réunis à Courmayeur pour essayer justement de faire les premières assises internationales du trail running qui ont donné naissance à une première asso qui s'appelait l'ITRA, donc une asso qui aujourd'hui existe encore. Et le but de l'ITRA, ça a été de réfléchir autour du trail à un travail de définition et de prendre en compte certaines questions, comme notamment le statut du sportif de haut niveau, le dopage dans le trail. Et donc la première définition qui a émergé de l'ITRA, elle était assez proche finalement de celle de la FFA, sauf qu'elle mettait en avant aussi d'autres valeurs de la discipline, qui étaient ces valeurs davantage marquées à mon sens. En tête notamment, elle parlait du respect, de l'éthique, de la loyauté, de la solidarité et de l'environnement, mais aussi de l'authenticité et du fair play. Donc on voit des valeurs assez communes, mais quand même avec cette notion de solidarité et d'environnement qui était prédominante. Ces valeurs, elles résonnaient encore une fois avec celles des courses libres, dont que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Ces valeurs, j'ai mis ici, je me suis permis de vous mettre ici aussi un nuage de mots, j'ai interrogé des coureurs pour savoir quelles étaient ces valeurs. Et on voit que globalement, les valeurs de l'ITRA, elles recoupent celles énoncées par les athlètes. Ces valeurs, elles sont importantes parce qu'elles permettent de concevoir aussi une éthique de la pratique, ce qu'on appellerait peut-être communément un petit peu aussi l'esprit trail, je dirais. Mais alors, finalement, pour conclure, qu'est-ce que serait le trail? On voit que le mot a renvoyé à des valeurs, à des pratiques différentes selon les époques et selon les acteurs, et que la réalité sociale du trail a pu résulte encore aujourd'hui de cette diversité. De cette façon, le trail aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est afférent à un modèle économique qui serait un modèle économique assez dominant et qu'il est pris dans une rationalisation assez croissante, un phénomène d'accélération aussi et de massification, comme en témoignent ici les chiffres de l'INGEP, puisqu'on voit un nombre important de trailers au sein même du peloton des coureurs. Et que ainsi le trail, il peut être le trail qui va promouvoir une expérience de liberté, d'évasion, on va dire aussi de jouissance et d'authenticité. Il est vraiment en passe de devenir un produit de consommation, finalement, comme beaucoup d'autres. La pratique, elle est aussi apparue comme le fruit de recompositions successives de la course à pied, au départ marginale, puis finalement saturée par la masse et ses enjeux, un peu comme une bulle qui explose et va faire jaillir d'autres bulles, je dirais. C'est un petit peu le modèle aussi tourbillonnaire de l'innovation qu'on retrouve dans le trail. D'où une multiplication des modalités de pratique et une segmentation des disciplines, d'où la naissance aussi de courses comme la Chartreuse Terminorum, les backyards, ce qui m'aurait intéressé, vous l'aurez compris. Sur ce, je vous remercie et je suis là pour répondre à vos questions. Je vous ai mis aussi une petite bibliographie et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter aussi ma thèse
Et j'ai un blog Hypothèse où vous retrouverez des interviews, des données, notamment celle d'une interview de Courtenay que j'avais réalisée il y a quelques temps, si ça peut vous intéresser. On a le temps pour quelques petites questions. J'en ai une pour lancer la conversation notamment, mais aussi par intérêt personnel. Donc vous avez montré des chiffres sur la prévalence donc, des personnes qui se disent avoir fait une course donc, dans l'année. Est-ce qu'on a des chiffres qui permettent de caractériser la tendance sur la dernière décennie, voire les 20 dernières années? Parce que moi je suis coureur, alors je cours plus trop ces temps-ci, mais j'ai été mal coureur. J'ai l'impression qu'il y a eu de plus en plus de personnes qui courent. Est-ce que c'est vraiment le cas, notamment sur le hors-stade et le trail? Voilà. Quelle a été l'évolution globale finalement sur ces aspects-là? Alors, je ne vais pas me lancer dans une liste de chiffres, mais juste des tendances. Globalement, il y a une étude qui est sortie en 2019 du ministère des Sports qui montrait qu'aujourd'hui, quand même, le trail running, c'est ce qui avait tendance à tracter un petit peu le monde du running en général. On voit qu'il y a une croissance qui est assez forte, en fait, encore aujourd'hui. Il y a eu un ralentissement avec le Covid et une reprise qui a été opérée. Et un changement après le Covid, j'ai l'impression que ça revient un peu à la normale, je n'ai pas fait une étude, mais pour avoir discuté avec les organisateurs, un passage, on revient plutôt à des distances inférieures aujourd'hui. L'ultra un peu moins la cote, on va dire. C'est un petit peu, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Ok, oui, dans la tendance globale. Après, ça, sur alors les chiffres, pas forcément les chiffres précis, mais est-ce que finalement il y a 2 fois plus de pratiquants qu'au début des années 2000 ou finalement, c'est pas très clair sur la quantité de pratiquants en plus? Moi, sur ça, j'aurais pas forcément le chiffre. Après, la difficulté, en fait, c'est que les chiffres que je pourrais avoir, c'est par exemple le nombre de fiches sur l'UTMB Index ou ce genre de choses, mais ça prend en compte que les pratiquants compétiteurs. Donc c'est vrai que sur ça, moi, j'aurais pas forcément... Moi, je travaille sur une course à que 40 personnes, donc c'est vrai que j'ai pas forcément cet angle-là de vue. Et sur les profils, alors, donc, en termes de peut-être catégories socio-professionnelles ou des indicateurs qui sont assimilés à cela, est-ce que ça bouge finalement ou ça reste à peu près toujours les mêmes? On parlait de catégories plutôt moyennes, voire aisées. Est-ce que ça a toujours été le cas ou ça bouge un peu finalement au fur et à mesure du temps? Alors, je vais pas spoiler, je pense, la présentation de mon collègue cet après-midi sur les profils. Globalement, moi, c'est pour ça que je parle de massification. C'est que j'ai quand même, dans les données, on a fait une étude avec Sandrine Nobé, on a interrogé plus de 2700 coureurs. On avait quand même cette tendance qui ressortait. Elle a fait des études en 2007. On reste de 2007 à aujourd'hui sur un profil quand même CSP+, éduqué, etc. Et comme on retrouvait aussi dans les premières études sur le running en général, ce profil, en fait. C'est pour ça qu'on a, pour moi, pas de démocratisation, mais plutôt une massification. Ouais. Merci. Oui. Alors merci pour ta présentation. Moi j'ai bien aimé justement sur cette première slide quand tu nous parles d'une course, on va dire exceptionnelle, d'exception et qui concerne aussi un très petit nombre de participants. C'était 40, c'est ça, 40 personnes? 40, oui. Donc on est d'accord, c'est en totale autonomie. La question que j'avais, c'est comment ça s'organise et comment tu contrôles, comment tu fais, parce que c'est des courses tellement exceptionnelles. J'avais un étudiant qui avait travaillé sur l'ultra cycling. Je trouve que ça ressemble un peu à ça, où justement c'est des cyclistes qui partent en autonomie sur des très 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 longues durées. Comment ça s'organise une course comme ça? Tu vois, est-ce qu'il y a des balises à passer? Est-ce qu'ils doivent avoir une montre connectée pour que vous les suiviez en temps réel? Je sais pas, mais ça pose plein de questions. Et là, on est sur le trail, on est vraiment sur la frange la plus minime, je pense, de la population qui s'engage sur une compétition comme ça. Et effectivement, c'est vrai que c'est bien ce que tu as montré, parce qu'on a cette forme de... Je suis d'accord avec toi, on ne parle pas de démocratisation, mais moi je suis plutôt d'accord avec le terme de massification de la pratique. Mais cette massification, justement, elle a entraîné des trails dont la distance s'est réduite et dont aussi la distance en kilomètres, mais aussi la distance depuis le lieu de pratique, puisque vous disiez qu'Angers, c'est pas forcément la ville qui est reconnue avec le plus de dénivelé en France. Pour autant, il y a beaucoup de gens qui courent et dans le coin, il y a des trails qui sont organisés. Merci pour la question. C'est vrai que la Chartreuse Terre Rome, je vais répondre peut-être à la fin et puis après j'expliquerai un peu plus le détail de l'étude. C'est vrai que la Chartreuse Terre Rome, quand on regarde un peu les profils, il y a aussi parfois une opposition dans le discours un peu à ce que les coureurs appellent les grands barnums. Donc j'en ai cité quelques-uns, je pense, ça n'a pas besoin de le refaire. Mais il y a presque quelque chose de l'ordre d'une résistance aussi, avec un profil parfois de puristes, entre guillemets, de personnes qui vont
vont mettre en avant une authenticité, l'idée de ne pas rentrer dans un sport business, entre guillemets. Donc on retrouve ça en effet, et ça se retrouve même dans les conditions de la course, parce que sur la Terminorum, en fait, on est dans un dénuement complet, c'est-à-dire qu'on part sur 60 km en autonomie, c'est-à-dire que le sac, vous n'avez pas un ravitaillement tous les 10 km, hein, ou sur le marathon, c'est encore moins. Et il faut prévoir tout ça. Bon, l'heure de départ est aussi inconnue, c'est entre minuit et midi. Donc il y a aussi beaucoup finalement d'incertitudes qui donnent un peu le piment à la course, là où sur les modèles des courses classiques, l'UTMB aujourd'hui on peut le repérer, on peut le faire, il y a des stages aussi de préparation. Donc cette course à Terminorum, le parcours change tous les ans. C'est une course en autonomie sur carte IGN pour ceux qui font de l'orientation. L'IGN en orientation, c'est pas utilisé quasiment, hein. C'est une course qui est en navigation, et pour être sûr que les personnes soient passées aux bons endroits, il y a une quinzaine de livres à trouver à l'aide d'un roadbook. Et le roadbook concrètement va dire pour trouver ce livre, c'est en dessous d'une pierre et vous arrivez devant un champ, un chaos de pierre concrètement. Donc il y a aussi l'idée de solidarité, parce que pour soulever un chaos de pierre, il vaut mieux être une dizaine que tout seul. Il y a aussi cette notion-là qui est importante, donc la solidarité qui pour moi renvoie un peu au mouvement Spiridon du départ. Et donc cette Terminorum, je n'ai pas précisé, mais pour un livre, pour être sûr du passage, il faut en arracher la page qui correspond au numéro de dossard. Donc c'est aussi pour ça 40, parce qu'imaginez si vous étiez 100, en termes de logistique, il faudrait des bibles à arracher. Donc il y a aussi cette question. Et la Terminorum aussi a une autre spécificité, c'est que j'ai juste mis ici qu'il n'y a eu que 6 finishers qui sont venus à bout de cette course, dont 5 une même année. Donc globalement, on est là sur finir, c'est une anomalie statistique, là où sur les courses classiques, ne pas finir est une anomalie statistique pour moi. Ne pas finir le marathon de Paris aujourd'hui, à part si vous êtes blessé, je ne vois pas comment c'est possible. Alors que sur la Terminorum, ne pas finir, on est sur d'autres valeurs et un renversement des codes symboliques, je dirais. Ouais. Et donc c'est un trail, mais c'est aussi une CO en fait. Ça c'est une navigation. C'est une navigation dans la mesure où une CO, là, il faut vraiment suivre un tracé quand même. Oui. Qui est connu, qui est dévoilé la veille. Il faut chercher des balises, parce que sur l'idée de la balise en fait. Oui, sur l'idée de la balise, mais on n'est pas sur, chacun doit faire son propre tracé. Oui, ouais. Donc c'est pour ça une navigation plutôt qu'orientation, ouais. Concrètement. Ouais. Moi j'ai participé 2 fois aussi à cette course, il y a tout un cérémoniel, ça coûte 3 € aussi d'y participer. Je vous inviterai à regarder comment ça coûte les plus grands ultras, mais 2 € du kilomètre, je pense que je suis peut-être en dessous de la moyenne aujourd'hui. Donc il y a aussi, encore une fois, ça participe à ce renversement de valeur et sur faire du trail différemment, concrètement. Une dernière question, rapidement, pour laisser un petit peu de temps de récup derrière. Non. Une question juste avant la petite pause. Moi, je me pose la question de la corrélation. Je sais pas, j'ai peut-être loupé quelques infos. En tant que, pas fan de film, mais Forrest Gump 1994, Les Templiers 1995, est-ce que dans tes études, dans tes recherches, il y a une corrélation entre ce film qui fait courir Forrest quand même, et puis le développement du trail? Alors, c'est pas forcément le film qui a été le plus cité dans les entretiens que j'ai menés, bizarrement peut-être. Après, c'est peut-être parce qu'il est aussi ancien, finalement. Mais juste sur le cadre un peu du développement du mot trail, je sais qu'il est venu pour notamment les organisateurs des Templiers après un retour des États-Unis, où justement ils avaient pu constater l'apparition de courses, etc. C'était corrélé. Après, j'ai pas forcément fait ces liens-là. En fait, moi, les films qui ont plus été cités dans le cadre du trail, j'ai plutôt entendu Into the Wild, et des films plus récents en fait qui vont mettre pas forcément en avant la valeur endurance tant que telle, mais plutôt la valeur être en nature, entre guillemets. J'imagine qu'on y reviendra aussi, mais c'est pas forcément ce lien que j'ai vu. J'ai vu plutôt des liens aussi avec de la littérature aussi. Je parlais de la grande course de Flanagan tout à l'heure. Sur la Terminorum, Marche ou crève, ça revient tout le temps de Stephen King, parce que c'est des modalités de sélection assez similaires. Mais concrètement, dans les films, on parle plus des documentaires de genre net que
de ce film de Forrest Gump. Et je pense que le peu de fois où on m'en a parlé, c'était plutôt pour me dire que c'était pas des Forrest Gump, justement, parce que bon, d'un point de vue spirituel, je pense que ça convenait pas trop de se dire on court juste d'un bout à l'autre. Mais même si en effet, il y a quand même des corrélations, je dirais, symboliques, si on regarde bien avec la Bunyan Derby, où c'est une traversée des États-Unis. Là, on retrouve ça aussi dans le film de Forrest Gump. Je crois qu'il va à un océan et puis, vu qu'il ne sait pas quoi faire, il va de l'autre côté. Il y a aussi ça, mais c'est pas revenu en tout cas dans les entretiens, c'est pas dans l'imaginaire de la course. C'est plus un imaginaire hybride autour même de fantasy, etc., que dans les études que j'ai menées en tout cas, et de films sur la nature. Ouais. Merci Simon et puis merci Mathilde pour cette première présentation. Je vais vous proposer un petit temps de pause pour ce matin. 11h, on revient ici. Donc vous avez un petit café. Il faut longer le couloir et sur la droite devant les baies vitrées, vous pourrez prendre un petit café et manger une petite viennoiserie.